Alors, je reçois maintenant Jacinthe Ève Harel, analyste politique et animatrice. Jacinthe Ève, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu me parles de où? T'habites où, là? Québec. J'habite Ah, à t'es à Québec. Québec. Et je rêve-tu Oui. où on se connaît, nous autres, mais ça n'a pas rapport avec... C'est pas la première fois que je te parle. Ah, je sais pas. Me Je semble sais que pas. oui. Non? J'ai C'était... l'impression que c'est la On première est, on fois. est amis Ben, du Facebook moins, depuis genre certainement. des années, mais c'est la première... C'est comme très bizarre, en tout cas, bref. Mais tes sujets sont super intéressants. Tu veux me parler d'abord du G7. Oui, le G7 qui a commencé hier à Évian, en France, qui est présidé par la France. Et donc, ceux qui ont suivi l'actualité aujourd'hui ont pu voir ça. Mais je voulais faire un peu le tour de la situation parce que cette grande rencontre des grandes puissances, il y a les 7 membres du G7 qui se rencontrent aujourd'hui, mais ils ont des invités spéciaux. Donc, ce ne sont pas juste les 7 membres du G7 qui collaborent ensemble pour tenter de trouver des réponses à des grandes questions d'actualité qui touchent l'Occident. Mais ils ont aussi invité l'Inde, l'Ukraine, le Brésil, l'Égypte, le Kenya, la Corée du Sud, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, donc les pays dans la péninsule du Golfe Persique, bien sûr, parce qu'ils sont touchés par le conflit au Moyen-Orient. Et cette rencontre-là a précipité plusieurs annonces. Alors, je veux aussi revenir sur les annonces qui ont eu lieu quelques jours, 24 heures, 48 heures, juste avant la rencontre, le début de la rencontre qui était hier soir, mais aujourd'hui, toute la journée, ils ont multiplié aussi les rendez-vous, les discussions sur différents sujets. Mais on a eu un accord avec l'Iran que Donald Trump aux États-Unis a annoncé à peine 24 heures avant le début de cette rencontre du G7. On a eu, bien sûr, l'annonce de l'ouverture du détroit d'Ormuz parce qu'on a établi une entente. On verra si elle sera respectée par Israël, qui est tenté de continuer ses bombardements au Liban, mais il reste que, on a fait cette grande annonce. Il y a des nouvelles sanctions contre la Russie qui ont été annoncées pas plus tard que ce matin par Mark Carney. Donc, le Canada a annoncé des nouvelles sanctions contre la Russie, mais il y a plusieurs pays européens aussi qui ont ajouté des sentences, pas des sentences, des sanctions contre la Russie. Criminel. Et on a aussi ce courant là qui traverse, ça a popé là, ça surgit dans les nouvelles dans les derniers jours. On dirait qu'on a plusieurs pays de l'Occident qui ont décidé tout d'un coup de légiférer sur l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans ou moins de 15 ans, dépendamment des pays. Mais il semble avoir un grand effort de coordination. Et Emmanuel Macron, le président de la France, annonçait sur ses réseaux sociaux ce matin qu'il avait réussi à créer une dynamique internationale à l'effet de bannir l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15-16 ans. Donc, il présente ça comme une alliance, une concertation des grandes puissances partout à travers le monde. Alors, ça met en place un peu ce dont on va discuter durant cette rencontre du G7. Qu'est-ce que tu penses du G7 aujourd'hui? D'après toi, là, le G7, ça a-tu le même rôle qu'avant? Ça a-tu encore le même impact? Ben, c'est intéressant parce que en ce moment, le G7 représente 44% du PIB mondial. OK. Mais si on suit l'histoire de ces pays-là, donc leur poids économique dans le monde, en 1989, les pays membres du G7, là, il n'y avait pas le G7 dans ce temps-là, on avait le G8 parce qu'on a eu le G8 jusqu'en 2014. Mais en 2014, on a décidé d'expulser la Russie et on a réorganisé une alliance entre les 7 grandes puissances restantes et on a fait le G7. Mais il reste que ce poids économique est parti de 70% du PIB mondial en 1989. Ah bah oui. En 1992, c'est descendu à 63% du PIB mondial et maintenant, on est à 44%. Okay. Donc, même si c'est un grand centre décisionnel, même si c'est une concertation de grandes puissances, encore sur le plan économique, oui, mais on sent qu'il y a une érosion, il y a un déplacement du centre économique. Et c'est encore pire si on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat. Là, ça va mal. Le G7 représente 28% du PIB en parité de pouvoir d'achat. Ah oui. Donc, on a vraiment une grande observation à faire sur le centre de gravité productif mondial qui s'est déplacé vers l'Asie. L'Asie produit beaucoup, a une surcapacité industrielle, une surcapacité manufacturière qui fait en sorte que les flux financiers, les flux de production se sont déplacés. Et c'est ce que tentent à travers différentes thématiques, les membres du G7 tentent de contrer tout ça, donc contrer les effets
de cette surcapacité industrielle en Asie, mais contrer aussi les problématiques que ça engendre au niveau de la balance commerciale, au niveau des sous-investissements chez nous, l'endettement excessif de nos pays parce qu'ils ne contrôlent plus les chaînes de valeur, les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement. Alors, au niveau économique, là, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de puissance, donc on va voir là, nos élus faire des discours et faire des annonces d'entente, de collaboration, mais on se rend compte qu'au bout du compte, chacun des pays de l'Occident est de plus en plus vulnérable face à une dette incontrôlée. Chacun a sa dette qui est complètement démesurée face à la désindustrialisation. Et quand on se désindustrialise comme pays, on ne produit plus des biens qu'on exporte et c'est là que ça crée des balances commerciales négatives et qui causent éventuellement des soucis. Moi, je me demandais, qu'est-ce qu'on sait, Jacinthe Evarel, présentement, d'une rencontre potentielle entre Carney, Trump? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Est-ce qu'on espère tirer quelque chose de précis de cette rencontre-là? Il n'y a pas de rencontres bilatérales qui sont confirmées. Il semble se dessiner une programmation. Il y a des grandes lignes, les grandes rencontres sont déjà prévues, les grandes thématiques aussi. Mais aujourd'hui, Donald Trump venait d'annoncer qu'il a été invité à la toute dernière minute par Emmanuel Macron, par exemple, pour aller souper demain soir à Versailles. Donc, la rencontre du G7 devait se terminer quelque part en milieu d'après-midi demain. Donald Trump devait tout de suite rentrer aux États-Unis et finalement, avec cette invitation d'Emmanuel Macron, il a décidé qu'il irait souper avec lui. Donc, il y a des rencontres impromptues comme ça à la dernière minute qui s'organisent. On va voir qu'est-ce qui va en sortir de ça, mais les rencontres bilatérales ne sont pas si planifiées que ça, ou du moins, elles sont pas publiques, elles sont pas annoncées d'avance. C'est drôle, j'ai le feeling, dis-moi si je me trompe, mais j'ai le feeling que Trump n'est pas tant la vedette que toutes les autres fois avant. En fait, on marche énormément sur des œufs. Là, si vous regardez les images qui ont été captées, on a besoin des États-Unis pour continuer de financer notamment la guerre en Ukraine. Et ça fait en sorte que, même s'il n'est pas reçu comme la grande vedette, on fait énormément attention parce qu'on a besoin de ces sources de financement-là. Volodymyr Zelensky est assis à la table ou était assis à la table de certaines de ces rencontres du G7 et était invité. Et on a besoin là de sentir qu'on aura l'aval de Donald Trump dans la poursuite de la lutte de l'Ukraine contre la Russie. Par contre, justement, Donald Trump aujourd'hui a évoqué juste à côté de Mark Carney. Donc Mark Carney se tenait juste à côté, il parlait aux journalistes et il disait je vous rappelle que le G7 existe depuis depuis 2014. Avant, c'était le G8 parce qu'on avait la Russie. Et il n'y aurait pas de guerre en Russie en ce moment si on n'avait pas expulsé la Russie. Ça serait beaucoup plus facile de parler avec une Russie qui est assise à la table avec nous qu'une Russie de qui on parle constamment dans nos rencontres, mais qui est pas présente. Alors, il y a quand même des tensions sur justement la manière dont on organise ces discussions diplomatiques qui font en sorte que, bien sûr, Donald Trump est à l'écart des autres dirigeants dans sa vision de voir les choses. Mais on a besoin de lui. Je comprends. Jacinthe Evarel, donne-moi rapidement, c'est quoi ton point de vue par rapport à limiter l'accès aux médias sociaux pour les jeunes en bas de, selon les pays, 15 ans en France, ici on parle de 16 ans. C'est quoi ton point de vue de ça? Je pense que c'est un piège. C'est un piège parce que sous le couvert de la protection de nos mineurs, on tente de trouver une solution qui n'a pas été si fouillée que ça, qui n'a pas été si démontrée non plus. Alors, on veut protéger les mineurs, tout le monde est contre ça. Il y a personne qui est contre la tarte aux pommes, il y a personne qui est contre faire du mal aux enfants ou rendre nos enfants plus vulnérables. Donc, sous ce couvert-là, on s'embarque dans des mesures extrêmement contraignantes pour le commun des mortels parce qu'en fait, on pense que ça touche que les mineurs, mais faudra nous-mêmes s'identifier sur les réseaux sociaux pour démontrer qu'on fait pas partie des 15-16 ans et moins. Et ça, ça demandera, ça exigera qu'on présente des pièces d'identité qui pourront nous identifier, qui aura accès à ces données extrêmement délicate, extrêmement vulnérable, où ce sera logé ces informations et ensuite de ça, on sera tracé à la lettre. Donc, on voit un pays comme au Royaume-Uni où il y a plusieurs arrestations pour des propos injurieux, des propos déplacés, des propos qu'on considère offensants, mais ce qui vous offense vous et ce qui m'offense moi, il y a toute une marge entre ce qui offense 9 milliards de personnes sur la planète. Alors, où on tranche les propos offensants, les propos
qui méritent la peine de prison. Il y a des gens qui se font arrêter en ce moment au Royaume-Uni pour des propos qu'ils tiennent sur les réseaux sociaux. Alors, si chacun doit s'identifier, ça peut être très bien pour les pires des pires de cette planète, la pire racaille de cette planète, bien sûr qu'on veut qu'elle soit identifiée, arrêtée, mais il reste que le commun des mortels sera pas à l'abri de ça non plus. Éternel débat. Merci, Jacinthe Ève Harel, analyste politique et animatrice. À la prochaine.